Bonjour à toutes et à tous. J'ai rassemblé pour vous les questions des examens du régional sur une période de 9 ans, allant de 2010 à 2018. J'ai rassemblé juste les questions qui se répètent dans tous les examens, sans exception, en rapport avec l'Académie de Tanger Téton Al-Husseima. Il faut noter que les autres académies marocaines font de même. Il y a juste une différence dans les deux premières questions. Donc on va analyser les questions qui se répètent et délaisser les questions uniques, c'est-à-dire celles qui ne se répètent jamais et qui sont en relation avec le texte à étudier, puisque les textes changent d'une épreuve à une autre. Nous allons d'abord parcourir les œuvres passées aux examens de 2010 à 2018. Ensuite, nous allons voir les outils qu'on doit nécessairement savoir pour comprendre les questions. Et enfin, analyser question par question les 6 questions qui se répètent lors des épreuves de français. Comme vous pouvez le constater, la boîte à merveilles est en tête de liste. Il a eu lieu 4 fois, en 2011, 2012, 2016 et 2018. En second lieu, Antigone avec 3 fois, 2010, 2015 et 2017. En fin de compte, le dernier jour d'un condamné, en 2013 et 2014. Ceci ne veut pas dire que cette année, on ne va pas passer la boîte à merveilles parce qu'elle est déjà passée en 2018. Car remarquez que la boîte à merveilles ainsi que le dernier jour d'un condamné ont eu lieu 2 années de suite. Le plus raisonnable, c'est d'étudier les 3 ouvrages pour ne pas risquer une mauvaise surprise. Personne, je dis bien personne, ne peut prévoir l'ouvrage qui aura lieu cette année. On dit que dans la question, il y a la moitié de la réponse. Si on ne comprend pas la question, on ne pourra pas donner de réponse. Alors je vous ai établi là un tableau avec quelques expressions que vous devez absolument connaître pour pouvoir répondre aux questions et bien passer votre examen. Pour le premier, ainsi que pour les tableaux qui suivent, vous pouvez faire pause et recopier les expressions, juste celles que vous ignorez, pour bien vous préparer à répondre aux 10 questions de l'étude de texte qui est notée sur 10 points lors de l'examen régional. La première question tourne toujours autour de l'œuvre et de l'auteur. Là, vous avez toutes les premières questions des examens de 2010 à 2018. Elles sont presque toutes pareilles, à l'exception du dernier exemple où on vous demande, en plus du nom, le lieu et la date de naissance de l'auteur et le lieu de décès. Pour les autres, il s'agit souvent du nom de l'auteur, du titre de l'œuvre et du genre littéraire avec, dans la 4e colonne, le siècle, la citation d'une autre œuvre de l'auteur, attention, à part l'œuvre étudiée, ou l'année de la publication. La deuxième question est toujours liée à la situation de passage, car on veut tester vos informations concernant l'œuvre en question. Ceux qui ont étudié l'œuvre, avec les moments forts, les personnages, les actions importantes, peuvent répondre. Là, vous avez encore un tableau avec la deuxième question de 3 épreuves de français.
Le premier exemple est divisé en deux questions, deux éléments, d'un demi-point chacune. Le second exemple en trois questions, un demi-point pour la première et un quart de point pour les deux autres. Et le dernier en quatre questions, mais cette fois on demande de répondre par vrai ou faux, avec un quart de point chacune. Première question divisée en deux. Alors, première partie A, qui a proposé la Zubida d'Ali Constitution de l'Arafi. La réponse pour ceux qui ont étudié cet ouvrage, c'est l'Aïcha. B. Pourquoi le père Sidi Mohammed est-il parti travailler dans les environs de Fès? Car il a perdu son capital. Deuxième question A. Quelles étaient les circonstances qui avaient obligé le père du narrateur à quitter sa famille? Donc c'est une question qui se répète encore une fois dans une autre épreuve. Donc il a perdu son capital. B. Où est-ce qu'il est allé travailler? La réponse C. Dans les environs de Fès. C. Quel était son nouveau travail? La réponse C. Moissonneur. Pour la dernière question, on va répondre par vrai ou faux. Le père du petit garçon s'appelle Adslam, c'est vrai. Il a quitté la maison pour travailler dans une usine, c'est faux. Pendant l'absence du père, le petit garçon et sa mère avaient tous les moyens pour vivre aisément, c'est faux. Et la dernière question, le petit garçon était malheureux après le départ de son père, ça c'est vrai. Nous sommes toujours à la question 2 concernant la situation de passage, cette fois avec la pièce de théâtre d'Antigone. Nous avons trois questions. La première question se compose de A et de B, un demi-point chacune. La seconde question se compose de A, B, C et D, d'un quart de point chacune. Et la troisième question aussi se compose de A, B, C, D, d'un quart de point chacune. Mais là, il faut répondre par vrai ou faux. Question 1, première partie. A. Combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère? La réponse est 2 fois. B. À quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? La réponse est condamnée à mort. 2. A. Qui a conduit Antigone devant Créon? Ce sont les gardes. B. De quelle ville Créon est-il le roi? Il est le roi de Thèbes. C. Quelle faute Antigone a-t-il commise? Il a bravé l'ordre de Créon et il a enterré son frère. D. Qui est Oedipe? C'est le père d'Antigone. Alors 3. A. Antigone respecte l'idée de Créon qui interdit à quiconque d'enterrer le cadavre de Polynice. Vrai. B. Créon veut sauver Antigone. Vrai. C. Pour combattre Antigone, Créon lui dit que Polynice était un traître et un révolté. Vrai. D. Antigone reconnaissait sa faute et présente ses excuses à Créon. C'est faux. Toujours à la deuxième question de la situation de passage, cette fois avec l'œuvre de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Là, nous avons deux questions divisées en deux parties, valant chacune un demi-point. A. De la première question. À quel lieu le personnage principal est-il conduit? La réponse, il est conduit à la place de Grève pour son exécution. B. Qu'est-ce qu'il attendait du roi? Il attendait du roi la grâce royale. B. Alors pour A, quel est le nom de la prison où se trouve le narrateur? La réponse est la prison de Bicêtre. Et B. Qu'a-t-il décidé d'écrire dans l'attente de son exécution? La réponse est qu'elle a décidé d'écrire son journal intime. J'avais dit auparavant qu'on passera en revue juste les questions qui se répètent. Et les questions qui se répètent sont la question 1, 2, 7, 8, 9 et 10. Alors que les questions 3, 4, 5 et 6
Ce sont des questions en rapport avec la compréhension du texte. Ces questions donc dépendent du texte. Mais néanmoins, on peut vous demander par exemple le lieu de l'action, le moment où se passe l'action, qui raconte l'histoire, c'était des arguments du texte, qui fait telle ou telle action, relever des énoncés qui montrent telle ou telle chose. Les questions sont très nombreuses, hein, qui peuvent surgir lors de l'examen. Hein, cela dépend du texte et cela dépend du professeur qui pose les questions. Donc, rien à voir, hein, avec les autres questions qui elles, se répètent pendant les examens régionaux. Il y a toujours une question en rapport avec le vocabulaire ou le champ lexical. Là, j'ai choisi de mettre le numéro 7 à cette question, car c'est souvent le cas. Je dis bien souvent, mais non toujours, car des fois c'est la question 5, 6 ou bien 8. Cependant, il y a toujours cette question à l'examen régional, d'après les examens de 2010 à 2018 que j'ai pris comme support. Pour l'exemple que je vous présente, il s'agit du vocabulaire qui tourne autour du verbe foudroyer. Ce qui nous vient en pensée, c'est le mot foudre. La foudre quand il pleut, averse, et qu'il y a le tonnerre, ou simplement le coup de foudre quand on est amoureux. Lisons la question. Il ne me foudroie pas comme cela du regard. Le mot souligné dans cet énoncé exprime un sentiment de tristesse, joie, colère. Recopiez la bonne réponse. On vous demande de recopier la bonne réponse, c'est-à-dire copier le mot juste sur votre copie. Attention, on ne vous demande pas d'entourer, encercler ou bien souligner, mettre en une ligne sur le mot, mais bien de le copier, de réécrire, l'écrire sur vos copies. Il y a des correcteurs qui n'acceptent pas qu'on encercle ou qu'on souligne le mot, car pour eux, le candidat n'a pas compris ce qu'on lui a demandé. Ce serait dommage de perdre un point pour rien. Il s'agit ici de relever du texte, c'est-à-dire tirer du texte, chercher, trouver et copier sur vos copies 4 mots ou termes appartenant au champ lexical des sentiments. Des fois c'est simple à trouver quand il s'agit de mots connus, mais des fois cela se complique quand il s'agit de mots complexes. Il reste que les termes en rapport avec les sentiments sont très nombreux, ceux qui expriment le bonheur, le malheur, la peur, etc. Cette fois, la réponse tourne autour de cette phrase « Non, je ne me tairai pas », dit Antigone à Créon. Alors, le fait de dire non, est-ce que montre qu'Antigone est obéissante? B, désobéissante, c'est indifférente. Alors là, vous choisissez la bonne réponse. Vous avez le droit d'entourer ou de souligner la bonne réponse. On ne vous a pas dit de recopier la bonne réponse. Donc vous avez le choix de le faire. On tombe encore une fois sur une question en rapport avec le champ lexical. Ici, il s'agit du champ lexical de la nourriture. Nourriture, nourrir, donc tout ce qui a relation avec la bouffe ou manger, la bouffe trans, etc. Bien sûr, c'est plus facile que les autres, hein, mais il faudrait quand même connaître des termes qui appartiennent à ce champ lexical. Là, la question tourne autour de cette expression gagner de vitesse. Cela paraît simple, gagner et vitesse. Hein. C'est bien connu, les élèves connaissent ces termes-là, mais la plupart n'ont pas bien répondre à cette question lors de l'examen, hein, régional. Alors, qu'est-ce que signifie l'expression gagner de vitesse? Hein.
faut donc choisir un équivalent, un synonyme, dire devancer, hein, être plus rapide que, etc., etc. Relever dans le texte des mots en rapport ou expressions en rapport avec le champ lexical de tel et tel mot paraît plus simple qu'expliquer une expression, hein, qu'on gagne de vitesse qu'on avait précédemment. Ici, on vous demande 4 mots ou expressions en rapport avec le champ lexical du bruit qu'il faut relever dans le texte, hein, et ceux qui connaissent ces mots-là peuvent bien répondre. On revient encore à un mot qu'il faut connaître, épars. Hein. Ceux qui peuvent faire la relation avec éparpillé peuvent bien répondre à la question. Alors la phrase dit c'est fragment de pensée épars sur la dalle. Alors le mot souligné dans cet énoncé signifie écrit sur la dalle, dispersé sur la dalle ou gravé sur la dalle. Donc éparpillé, épars, ça veut dire disperser. Ceux qui sauront ces significations-là peuvent bien répondre. Et encore une fois, on vous demande de recopier la bonne réponse et non pas de souligner ou bien d'entourer la bonne réponse. Dans cette question, on vous demande de dégager, de relever des textes, 2 énoncés, 2 expressions, si vous trouvez 2 termes, 2 mots, hein, qui appartiennent au champ lexical de la torture. Reste à savoir ce que c'est que la torture. Hein. Pour ceux qui ont étudié le dernier jour d'un condamné, peuvent bien le savoir, parce que c'est pas un mot à côté duquel on passe, hein, sans l'expliquer dans la classe. Ici, on passe encore à une question toujours présente lors de l'examen. Elle concerne les figures de style. On vous donne une phrase, 3 réponses, et on vous demande de choisir la bonne réponse. Dans cet exemple, c'était elle qui l'avait chargé de se frotter contre moi, abuser de ma gentillesse et me voler mon plus beau bijou. C'est Sidi Mohammed qui le dit lors de sa dispute avec Zineb, lorsque le chat de cette dernière lui a volé son collier. Il faut donc choisir entre la métaphore, la métonymie ou la personnification. La bonne méthode que je vous conseille, c'est de procéder par élimination, c'est-à-dire éliminer ou supprimer la réponse qui n'est pas juste, jusqu'à ce qu'on reste avec seulement une réponse qui, elle, sera la juste. Commençons par se demander si c'est une métaphore. La métaphore nécessite un comparant qui soit analogue au comparé, ce qui n'est pas le cas. La métonymie, on doit désigner un objet ou une idée par un autre terme que celui qui convient. Quand le même mot désigne le tout et la partie, l'objet et sa matière, le contenu et le contenant, la cause et l'effet, etc. Ce qui n'est pas le cas non plus. Reste donc la personnification, quand on donne un trait humain à un objet ou à un animal. Ici, c'est bien le cas car pour Sidi Mohammed, le chat s'était mis d'accord avec Zineb pour le mettre en confiance et puis lui voler son bijou. Le chat a agi comme un être humain. Dans la réponse, c'est la personnification. Pour cette phrase, tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Alors là, on vous laisse le choix encore pour la métaphore, l'énumération et l'antithèse. Alors pour la métaphore, il faut avoir comparant, comparé. Et bien sûr, comme je dis toujours, la métaphore, c'est la comparaison moins l'objet de la comparaison, moins l'expression de la comparaison. Donc, ce n'est pas une métaphore. Pour l'énumération, pour l'antithèse, il faut qu'il y ait un mot et son contraire. Donc, ça n'existe pas ici dans cette phrase. Donc, ce qui reste, c'est l'énumération. Donc, c'est-à-dire, on énumère, on compte. Hein, rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit,
et te taire. Quand on a le choix de choisir entre une figure de style et une autre, alors le mieux qu'on puisse faire, c'est de procéder par élimination. C'est ce que j'ai toujours conseillé à mes élèves. Alors là, pour la phrase « parle tête de mule », alors voyons, c'est une comparaison. Dans la comparaison, on est obligé de voir l'expression de comparaison, l'objet de la comparaison. Alors ici, il n'y en a pas. Pour l'antithèse, il faut trouver le mot et son contraire, le terme et son contraire. Donc il n'y a pas de mot et son contraire. Alors, la réponse juste, c'est la métaphore. Autre exemple de figure de style, Créon dit à Antigone, mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. S'agit-il d'une comparaison? Non, puisqu'il n'y a pas d'expression de comparaison. S'agit-il d'une métonymie? Non, parce qu'il n'y a pas de contenant pour contenu, matière pour objet, etc. Métaphore, alors là, oui. Alors vous avez comparé, comparé, vous avez en comparant, c'est Antigone, le comparer, c'est la peste. Comme vous pouvez le constater, on trouve souvent la métaphore et la métonymie. Pour cette phrase, c'est en réalité qu'on appelle la guillotine. Est-ce que c'est une métonymie? Donc non. Hein. Il n'y a pas le contenant pour le contenu, la matière pour l'objet, pour l'hyperbole. Donc il s'agit d'une exagération, quelque chose qui ne peut pas être dans la réalité, comme mourir de faim par exemple. Pour la métaphore, oui, alors là vous avez la réalité et vous avez les guillotines. Donc comparons réalité et comparer la guillotine. Ici, on change un petit peu de la métaphore et de la métonymie. On va voir s'il s'agit d'une antithèse, d'une hyperbole ou bien d'une comparaison. Pour la phrase « une mère de tête sur la place ». Alors la comparaison, il n'y a pas d'expression de comparaison, donc on l'élimine. L'antithèse, il n'y a pas de terme et son contraire, on l'élimine. Ce qui nous reste, c'est l'hyperbole, c'est-à-dire l'exagération. Et cette phrase est tirée de l'ouvrage de Victor Hugo, Dernier jour d'un condamné. Il s'agit de la place de Grève, là où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de têtes, et ça paraît comme une mer. On a enfin une métonymie dans cette phrase qui dit « il y a encore ceci », dit la voix. Donc on élimine la comparaison pour la simple raison qu'il n'y a pas d'expression de comparaison. On élimine l'antithèse pour la simple raison qu'il n'y a pas de mot sans contraire. Et on laisse la métonymie. Hein. La voix dit, donc c'est-à-dire il y a une partie d'un tout. Hein. Comme en arabe on dit ba'd min al-kull, c'est-à-dire la voix pour dire la personne ou bien les gens. On a fait une comparaison avec ces quatre éléments comparant, comparer, objet de comparaison, expression de comparaison. Elle rit comme une petite fille. S'agit-il d'une répétition, donc il n'y a rien de répété dans cette phrase. S'agit-il d'une métaphore? Non, puisqu'il y a expression de comparaison. Hein. La métaphore, c'est la comparaison, moins l'objet de comparaison, moins l'expression de comparaison. Les deux dernières questions à traiter sont le numéro 9 et le numéro 10. On ne peut pas les analyser séparément car toutes les deux sont en rapport avec le texte proposé lors de l'examen et traitent le même thème. Exemple de la question 9. Si vous aviez vécu la même situation que Sidi Mohammed, quelle serait votre réaction? Il est sur un demi-point. Il faut dire votre réaction si elle serait comparable ou non à celle de Sidi Mohammed quand il s'est disputé, frappé et reçu des coups de la part de Zineb. Vous répondrez donc
en disant oui, si j'avais vécu la même situation que Sidi Mohammed, j'aurais agi de la même façon, ou bien non, si j'avais vécu la même situation que Sidi Mohammed, je n'aurais pas agi de la même façon. Et là, vous avez un demi-point. Pour justifier votre réponse, vous trouverez bien des idées ou des mots dans le texte proposé que vous pouvez utiliser, la question étant en rapport avec le texte. Pour la question numéro 10, croyez-vous que la violence soit un moyen efficace pour régler ses problèmes avec les autres? Un demi-point pour dire oui ou bien non en ces termes. Par exemple, oui, je crois que la violence soit un moyen efficace pour régler ses problèmes avec les autres. Ou bien non, je ne crois pas que la violence soit un moyen efficace pour régler ses problèmes avec les autres. Et puis vous justifiez votre réponse. Oui ou non, avec des arguments. Attention, ne donnez pas des arguments qui justifient le oui quand on a répondu par non. Des fois, le correcteur en trouve sur les copies des candidats. Et ceci pose des problèmes pour la notation. Il y a un risque d'avoir un zéro quand on croit avoir un demi-point. Ici, vous remarquez que la question 9 et 10 sont sur un point et non pas divisées en deux demi-points. Pour la question 9, à sa place, auriez-vous eu la même attitude? Et si on vous demande si vous étiez à la place d'Antigone, est-ce que vous auriez eu la même attitude, le même comportement envers Créon? Le texte proposé vous aidera dans la justification de votre réponse, qu'elle soit affirmative ou négative. Pour la question 10, selon vous, lequel des deux personnages est le plus hostile, entêté, Antigone ou Créon? Si vous répondez que c'est Antigone qui est la plus hostile, vous trouverez dans le texte proposé des idées, des réactions d'Antigone qui vous aideront. Alors que si vous répondez que c'est Créon qui est le plus hostile, vous allez devoir gratter vos méninges pour trouver des justifications pour votre choix. Pour le correcteur, peu importe de dire oui ou non, d'être d'accord ou en désaccord, l'essentiel pour lui, ce sont les justifications de vos réponses. Dans cet exemple numéro 9, la question dit, dans le texte, elle a Zubida grande son fils, elle l'insulte même au lieu de le comprendre son attitude. À sa place, auriez-vous réagi de la même manière? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez fait la même chose que la Zubida, gronder, insulter l'enfant sans essayer de comprendre pourquoi il a fait telle ou telle chose? Libre à vous de répondre par oui ou par non, qui vous prendra une ligne. Reste à trouver encore deux lignes pour bénéficier d'un point en entier. On peut encore justifier sa réponse en se référant au texte proposé et inculper ou bien disculper Sidi Mohammed. Pour la question 10, on vous dit, d'après le texte, Sidi Mohammed ne veut pas mentir de peur d'être puni. Selon vous, les punitions sont-elles un bon moyen pour éduquer les enfants? Le mot-clé, c'est la punition, synonyme de châtiment, un terme qui revient souvent dans le dernier jour d'un condamné. En répondant par oui ou par non, dans une phrase complète qu'on utilisera avec la seconde moitié de la question, vous avez une ligne, il vous restera deux lignes à trouver, lignes qui justifieront votre choix. Ici, on peut prendre en compte les exemples de la vie quotidienne ou de votre propre expérience avec vos parents. Écrire 3 lignes, cela paraîtra énorme pour quelques-uns. Mais dans la question, il y a toujours une réponse. Créon dit à Antigone, nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. D'après vous, s'agit-il d'une relation normale dans une famille? C'est-à-dire, est-ce normal
que dans une famille on ne soit pas tendre et qu'on soit dur, rude, sévère. Le choix, encore une fois, vous revient de dire oui ou bien non. L'essentiel, c'est de justifier ce choix par des arguments raisonnables et logiques. On peut être raisonnable dans les deux cas, il faut juste trouver les bons exemples. Pour la question 10, Antigone n'a pas peur de Créon. Il semble indifférente à ses menaces. À sa place, auriez-vous réagi de la même manière? C'est-à-dire, auriez-vous eu le même comportement, la même attitude face à Créon qui la menace, sans qu'elle ait peur de lui et de ce qu'il peut lui faire? En un mot, auriez-vous eu le courage d'affronter la mort? Ceux qui auront compris l'énoncé répondront par non, j'imagine, mais peu importe la réponse. Ce qu'on attend de vous, c'est le pourquoi de votre choix. Ici, nous avons les deux questions 9 et 10 en rapport avec le dernier jour d'un condamné. La question 9 dit, selon vous, pourquoi les prisonniers laissent-ils des traces sur les murs de leurs cellules? C'est un phénomène universel. Sur tous les murs des prisons, on trouve des dessins, des noms, des expressions, des dates, etc. On trouve la même chose dans les écoles, sur les tables, sur les murs. Alors si vous saurez dire pourquoi vous laissez ces traces sur les murs des écoles, vous saurez dire pourquoi les prisonniers en laissent sur les murs de leurs cellules. Pour la question 10, le narrateur semble éprouver un sentiment de pitié envers les prisonniers qui sont passés par la même cellule. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Je trouve que cette question est un peu ambiguë, floue, étrange. Que de demander à un élève s'il est d'accord ou pas sur le fait que le narrateur éprouve le sentiment de pitié envers les prisonniers qui sont passés par la même cellule. Il me semble qu'il faut avoir lu les 3 chapitres en relation avec la découverte de la cellule pour bien justifier sa réponse. Et là, il faut que l'élève se rappelle ces scènes. Cependant, on doit répondre à la question et justifier sa réponse. Ou en se mettant à la place du narrateur, ou bien en se rappelant des scènes en question. Encore 2 questions en rapport avec le dernier jour d'un condamné. Pour la question numéro 9. Approuvez-vous l'attitude de la foule telle qu'elle est décrite dans le texte? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord que la foule, les gens qui étaient présents sur la place de grève, ont bien fait de huer, de crier, de faire commerce, de montrer leur côté monstre lors du moment d'exécution du narrateur? Donc, vous direz oui, j'approuve, ou bien non, je n'approuve pas. Et vous vous inspirerez du texte proposé. Vous en puiserez les mots ou les expressions avec lesquelles vous construirez des phrases pour justifier votre réponse. Pour la question 10, le narrateur dit « Une rage, une colère m'a pris contre ce peuple. » Selon vous, le narrateur a-t-il raison d'éprouver ce sentiment? Si vous répondez par oui, alors vous trouverez dans le texte des arguments qui vous aideront à justifier votre réponse. Dans le cas contraire, si vous répondez par non, il faut chercher par vous-même des arguments valables pour votre réponse. Donc le mieux à faire, c'est de faire le bon choix qui vous facilitera la tâche. Car il y a toujours dans le texte proposé des éléments adjuvants qui puissent vous aider. Il faut juste les adapter à votre choix. On revient à la question 9 et 10 en rapport avec la boîte à merveilles. Pour la question 9, à votre avis, pourquoi la mère discutait-elle avec l'homme par l'entrebâillement de la porte?
c'est-à-dire pourquoi la maman de Sidi Mohammed discutait avec l'homme qui a rapporté les nouvelles de Sidi Abslam sans ouvrir la porte. Et si vous n'avez pas à répondre par oui ou par non, mais à dire pourquoi il agit de la sorte. Et c'est donc qu'on peut expliquer ce fait en parlant des habitudes, des coutumes, des traditions qui existaient et qui existent toujours dans notre société. À présent, les femmes portent le voile pour la même raison. Donc on peut l'expliquer de cette façon. Pour la question 10, d'après le texte, la mère avait tout entendu. Elle avait parlé sans pouvoir prononcer un mot. Si vous aviez été à sa place, auriez-vous eu la même attitude? Difficile de répondre à cette question si on n'a pas lu le texte et connu le contexte. Le messager dont il est question dans la 9e question est venu de la part de Sidi Abslam apporter de ses nouvelles à sa femme. La Zubida croyait sans doute qu'il s'agissait de quelqu'un à qui son mari devait de l'argent. Après ça, on peut bien répondre et dire si oui ou bien non, on aurait agi de la même façon qu'elle, car on a toutes les données dans le texte proposé et on peut en tirer profit pour bien répondre. On revient au dernier exemple, et cette fois encore avec Antigone. La question 9 est composée de deux parties A et B, un demi-point chacune. La question 9 dit « Tu aimes Aimant ?» dit Créon. A. Croyez-vous que, pour Antigone, l'amour de son fiancé Aimant pourrait représenter le bonheur? Là encore, une fois, vous pouvez répondre par oui ou par non. Vous pouvez vous référer à la scène qui a réuni Antigone et Aimant et répondre par oui, tout en exposant son rêve d'avoir un enfant, d'être une vraie femme, etc. Ou de répondre par non en exposant son devoir de dire non et de mourir, ou son devoir familial qui l'oblige à se sacrifier pour son frère. Pour la question 10, Antigone ne respecte pas Créon qui est son oncle et le père de son fiancé. Trouvez-vous ce comportement normal? Ici, le mot-clé, c'est le respect des membres les plus âgés de la famille, du père de son fiancé. Et on veut savoir si vous trouvez normal qu'on ne respecte pas plus grand que soi, qu'on ne respecte pas son oncle avec lequel on a une liaison de parenté. Libre à vous de dire oui ou bien non, mais répondre par oui serait plus facile que de répondre par non, car on peut facilement trouver des arguments et s'en sortir ainsi d'affaires. Par contre, si vous répondez par non, et c'est de votre droit de le faire, vous aurez du mal à dire pourquoi et vous perdrez un temps précieux à chercher des arguments. Je vous conseille d'opter pour ce qui est le plus facile pour vous.